Bien, alors maintenant que les problèmes techniques sont résolus, eh bien bonsoir pour ce dernier webinaire de l'année. J'ai commencé à faire cette méthode des webinaires que j'ai après mis sur YouTube et que j'ai transformé en podcast début janvier 2016. C'était une expérience que je voulais faire pour voir un petit peu comment ça allait marcher, si ça allait intéresser les gens ou pas. Et puis, apparemment, ça a eu un certain succès, pour ne pas dire un succès certain. Donc, je vais garder la méthode pour l'année prochaine. Donc, on se reverra en 2017. Je crois que c'est le 8 janvier, c'est le lundi 7 ou lundi 8 janvier, je ne me souviens plus. On va redémarrer ce genre de webinaire. Il se peut que courant janvier, je vous envoie, enfin tous ceux qui sont abonnés à ma liste de webinaires, qui reçoivent les nouvelles sur mes webinaires, il se peut que je vous envoie un petit mail pour vous demander quel jour vous préférez, etc., pour essayer d'adapter un petit peu. Je ne vais pas en donner trop parce que ça ne servira à rien de trop espacer, enfin de donner trop de possibilités. Mais sans ça, je vais envoyer donc un petit mail avec une demande de quel jour vous correspond mieux, si par exemple ce serait le dimanche ou le lundi, quelque chose dans ce genre-là. Bref, donc nous voici arrivés à ce dernier webinaire de l'année. Bonsoir. Et aujourd'hui, ou plutôt ce soir, je me suis dit que j'allais vous parler de l'écureuil. En fin de compte, l'écureuil, c'est un terme qui m'a été soufflé par une personne qui justement m'a demandé de faire un webinaire sur ce sujet. Mais j'ai transformé, je dois dire, un petit peu le sujet pour le rendre pour aller plus profondément dans le système, enfin dans la question. Je vais vous expliquer un petit peu ça, un petit peu plus en détail maintenant. De tout temps, en fin de compte, beaucoup de personnes ont aimé collectionner certaines choses. Surtout à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, ça a vraiment été une grosse tendance. Et c'est quelque part quelque chose qui nous a menés à avoir des choses comme les musées que l'on a aujourd'hui. Ce sont les gens qui ont, certaines personnes, généralement c'était des personnes de la haute société, qui aimaient voyager, collectionner des choses rares, des choses bizarres, des choses différentes, etc. Et donc, ces premiers musées, en fin de compte, ont été composés par les personnes qui collectionnaient certains objets. Maintenant, bien entendu, si on a une passion pour les voitures anciennes ou pour les toiles de maître ou pour les disques de France Gall ou ce que vous voulez, bien entendu, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est un problème un petit peu plus important. Pour ça, je vais vous donner un proverbe danois, que vous connaissez sûrement d'ailleurs, qui s'appelle, enfin, où l'on dit généralement « Overdrivelse frammer forståelsen ». Donc je suppose que vous savez tous et toutes ce que cela veut bien dire, mais enfin bon, juste pour vous souffler dans l'oreille, ça veut dire que l'exagération favorise la compréhension. En gros, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est les écureuils qu'on appelle hoarder en anglais, et qui souffrent, dira-t-on, de ce qu'on appelle en français la silogomanie, ce qui vient du terme silogos en grec, qui veut dire rassemblement, c'est-à-dire les gens qui rassemblent plein de choses. Ça peut aller très 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 loin. J'ai choisi ce sujet parce que en parlant des cas extrêmes de la silogomanie, où je préfère le terme anglais hoarder, je vais vous dire bientôt pourquoi, on va de ce côté pouvoir expliquer et donner une compréhension des tendances moins compliquées ou plus superficielles, pourra-t-on dire, que d'autres personnes peuvent avoir. La plupart de ces personnes qui souffrent de cette silogomanie, de ces hoarders, généralement, ça commence par exemple, ils collectionnent des disques de Brahms, par exemple. Et puis un jour, il se passe quelque chose dans leur
dans leur vie. Et puis, c'est un petit peu comme si les choses prennent le dessus. Mais ça, c'est vraiment concret. Les choses prennent vraiment le dessus sur leur vie. Et ça peut finir dans des conditions incroyables. Quelque part, même si les personnes qui vont collectionner les timbres, les boîtes, les poupées de porcelaine ou ce que vous voulez, ne souffrent pas d'un problème. On connaît tous cette tendance de certaines personnes à ne pas vouloir jeter certaines choses. Il y a des personnes qui conservent des trucs, on se dit mais balance-le, c'est de la vieille merde, ça vaut plus rien, jette-le, quoi. Enfin, et ils ne peuvent pas. Donc ce n'est pas nécessairement, pourrait-on dire, dépendant de la taille du bordel environnant, si on veut dire ça comme ça, ou de la taille de ceux qu'ils rassemblent, mais c'est plutôt le principe qu'il y a en dessous. Si vous essayez de retrouver, par exemple, sur Internet, la silogomanie, et si vous essayez de voir un petit peu les explications qu'il y a, eh ben, vous ne trouverez pas grand-chose quelque part. Pour la bonne raison que, surtout en France, il n'y a pas vraiment de travail qui a été fait là-dessus, et tout le monde s'en fout un petit peu, donc on ne travaille pas vraiment dessus. Ou alors, on nous donne une explication plus ou moins fumeuse qui ne sert pas à grand-chose. Et pourtant, c'est un problème qui touche entre 2 et 6% de la population, donc c'est quand même beaucoup de personnes. C'est majoritairement des femmes, et ça commence le plus souvent à l'adolescence, mais pas nécessairement. Ça devient plus conséquent, plus fort au courant de l'adolescence, et surtout, généralement, il peut y avoir quelque chose qui arrive dans la vie de certaines personnes qui fait que ça fait, dirait-on, exploser quelque chose qui existe déjà. Alors maintenant, l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas vraiment toujours expliquer la raison de la silogomanie et la raison pour laquelle vous risquez d'avoir du mal à trouver des informations sur le net et autres, c'est parce que les psys classiques ou les médecins ou les personnes, quelque part, veulent absolument que le hoarding, que le rassemblement de toutes ces choses soit dû à une chose, soit dû à un principe, soit dû à une raison. Or, ça n'est pas le cas. Et c'est bien pour ça que tout le monde se cogne un petit peu contre les murs, parce qu'on veut absolument donner une seule raison à quelque chose qui, en fin de compte, en a plusieurs. Alors c'est un fait, cette manie de collectionner un peu tout et n'importe quoi peut avoir plusieurs raisons profondes ou plusieurs raisons, et c'est vrai qu'elles peuvent être un peu reliées. On peut voir c'est un petit peu dans le même principe. Mais il y a quand même certaines différences. Et c'est de ça dont je vais parler, c'est ça que je vais expliquer. Et puis, bien entendu, ce qui peut être fait contre ça, parce qu'on peut parfaitement faire quelque chose contre ça. Alors maintenant, attention, c'est pas parce qu'on collectionne les poupées de porcelaine qu'on a un gros problème, tant que ça ne vous envahit pas la vie et tant que ça ne donne pas, dira-t-on, que ça ne vous empêche pas de vivre normalement. Là où on va juger que ça devient un problème, c'est lorsque cette collection prend le dessus ou lorsque ça vous handicape quelque part. Mais sans ça, après, il ne faut pas non plus mettre un symptôme sur tous les comportements humains qui peuvent être, des fois un petit peu différents, mais qui ne sont pas nécessairement signes d'un gros problème. Comme vous allez le voir, lorsque l'on parle de ce rassemblement, de ce hoarding, de cette accumulation de choses, on va voir certains principes qui sont logiquement utilisés par les personnes qui souffrent de ce problème, mais qui sont également utilisés par nous tous, ce qui fait qu'on a une certaine compréhension du problème. Là où les choses se déplacent un petit peu, c'est que la personne qui souffre de cette maladie de l'accumulation, elle comprend mal ou met une certaine valeur à ces principes que nous utilisons tous, qui n'a pas lieu d'être ou qui est mal placé ou qui est extrême. Par exemple, on va commencer par la première.
les fois ou très souvent, lorsque l'on ne jette pas quelque chose, c'est parce que certaines choses ont une valeur sentimentale pour nous. Ça peut être un coquillage qu'on a ramassé sur la plage pendant nos vacances au Brésil, ça peut être un crayon que le beau serveur a oublié sur la table, ça peut être une photo dédicacée, ça peut être quelque chose qui nous rappelle quelque chose d'autre, et ceci a une valeur sentimentale. Lorsque l'on parle de la personne qui accumule, la valeur sentimentale est un petit peu déplacée. C'est-à-dire que déjà, d'une part, ce n'est pas une valeur nécessairement positive. Ça peut être une valeur sentimentale qui est donnée pour un genre de décharge, une décharge émotionnelle d'une certaine émotion négative que l'on veut cristalliser dans un objet et mettre de côté, de façon à essayer de se séparer de cette émotion négative. Et le principe de cette valeur sentimentale, c'est que la personne qui souffre d'accumulation, du syndrome d'accumulation, va se dire que si elle jette cet objet, elle va donc nécessairement jeter une partie de soi. Ce n'est pas seulement un souvenir qu'elle va jeter, ce n'est pas seulement quelque chose dont elle se souvient, mais c'est une partie physique d'elle-même, qu'elle soit positive ou négative. Et comme ces personnes qui donc, ont une tendance à charger différentes choses de façon positive ou négative, d'après l'état d'esprit dans lequel elles sont à un moment précis, eh ben, elles ne peuvent plus jeter ces objets parce que c'est relié quand même à une charge émotionnelle et une partie d'elles. Donc, elles accumulent les choses positives comme les choses négatives. Ça, c'est l'un des syndromes, ou c'est l'une des explications, mais ce n'est pas la seule. Encore une fois, il peut y avoir une ou autre des explications, mais il peut aussi en avoir plusieurs, ça peut être une combinaison. Donc, ne pas prendre ce que je dis comme la seule solution. Autre problème que l'on peut souvent voir dans le cas des personnes qui accumulent, c'est une difficulté à prendre des décisions, quelles qu'elles soient. Vous allez voir que les gens qui ont ce syndrome de l'accumulation peuvent avoir du mal à prendre certaines décisions. Et le cas échéant, quand ils ont certaines choses, eh ben, qu'est-ce que j'en fais? Je le prends, je le garde, je le jette. Et donc, quelque part, ils finissent par se dire, bon, ben, si je le garde, il n'y a pas de mal à le garder. Des deux décisions, garder quelque chose, c'est mieux que de le jeter, parce que du point de vue cognitif, on va dire que garder quelque chose de superflu, c'est quand même quelque chose que l'on a, alors que si l'on jette quelque chose dont on risque d'avoir besoin, dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on perd. Donc, dans le doute, on va garder. Et ça, c'est un signe d'avoir des difficultés à prendre des décisions, et ceci va à l'extrême chez la personne qui souffre du syndrome de rassemblement, et elle se dit tout simplement, mais si je décide de jeter telle ou telle chose, ben, je risque quelque part de faire un mauvais choix, que si je garde, si je ne prends pas de décision, quelque part, ce n'est pas un mauvais choix puisque je ne prends pas de décision. Bon, du point de vue philosophique, nous savons parfaitement que même prendre une décision de ne rien faire, c'est quand même prendre une décision d'agir, dans le cas échéant, en n'agissant pas. Mais on n'est pas du tout dans ce genre de philosophie chez cette personne. Pour elle, le fait qu'elle ne jette pas quelque chose, eh ben, ça veut dire que ce n'est pas un mauvais choix, que dans ce cas-là, elle a pris une bonne décision. Alors vous voyez comment le principe ou cette peur de prendre des décisions peut se développer en quelque chose de totalement différent. Beaucoup de personnes qui souffrent aussi de ce syndrome de l'accumulation, du syndrome de l'écureuil, sont incapables de voir comment organiser certaines choses. Elles ne peuvent pas voir les choses, elles ne peuvent pas s'imaginer les choses en système. Ça leur est trop difficile. Et donc, c'est pour ça qu'elles se disent quelque part, bon, ben, si je ne peux pas catégoriser telle ou telle chose, ben, je vais mettre là en évidence, ou je vais mettre là dans ce tas, comme ça je sais où c'est. Dans un
syndrome un petit peu moins évident que les personnes qui vraiment croulent sous les objets. Vous pouvez avoir des personnes qui vont vous paraître extrêmement bordéliques, mais eux ou elles savent parfaitement. Alors, il y a une tendance à ce qu'il y ait un peu plus de femmes que d'hommes qui souffrent de ce syndrome, donc pour ça que j'ai une tendance à dire elles. Mais elle, donc, par exemple, elle retrouvera parfaitement cet objet. Si vous le bougez d'un tas à l'autre, elle saura qu'il s'est passé quelque chose qui ne va pas. Donc, bizarrement, il y a un genre de catégorisation qui se fait, mais c'est juste un petit peu dans le... dirait-on, c'est un peu dans le tas, quoi. C'est pas très fin, ça manque de finesse, ça manque de détails. Donc, comme ces personnes-là ont une tendance à avoir beaucoup de détails, elles ont du mal à catégoriser ces objets, et donc dans le cas échéant, elles préfèrent le mettre un petit peu en tas ou par-ci par-là. Puis nous avons le problème de la responsabilité. Beaucoup d'écureuils, appelons-les comme ça, se sentent très responsables, non pas seulement d'elles-mêmes, mais aussi des autres, du monde aux alentours, de la communauté, des gens, de beaucoup de choses. Et dans ce cas-là, ils voient aussi cette idée de se dire, oui, mais si je jette ça, ça risque d'être un problème, parce qu'au cas où je risque d'en avoir besoin. Si ça et ça et ça arrive, si les Martiens descendent, arrivent et il leur manque un boulon pour leur soucoupe volante, ça leur fera bien plaisir de tomber sur moi. Donc, ils gardent beaucoup de choses au cas où. C'est aussi beaucoup des personnes qui vont avoir des gros sacs, j'allais dire des gros tasques, parce que c'est le mot en danois. Je vais finir par vous apprendre le danois, vous allez voir. Ces gens-là ont généralement des gros sacs qui sont remplis de plein de bric-à-brac. Ils vont avoir des sparadraps, des mouchoirs, un couteau suisse, un écran, un ceci, un cela, une brosse à dents. Mais c'est à peu près incroyable tout ce qu'ils peuvent avoir dans leur sac parce que ils ont cette nécessité d'avoir cet objet pour le cas où il arrivait quelque chose à eux ou aux autres ou à quelqu'un à côté ou s'il arrivait ceci ou cela. Ces gens-là, même si à la limite jeter quelque chose, ça leur paraît parfaitement impossible et ils préfèrent le donner à quelqu'un de façon à ce qu'il y ait un genre de recyclage parce que jeter, c'est tout simplement, ça va tout simplement trop loin. Si cet objet a une utilité, il faut que je le garde parce que sans ça, je vais le gaspiller. Autre possibilité, c'est ce fameux contrôle ou une forme de perfectionnisme. Je sais que ça peut paraître bizarre que les gens qui croulent sous des piles de papier, de machins, de débris, de détritus, ce que vous voulez, paraissent comme une personne qui veut contrôler ou qui est perfectionniste, mais c'est très souvent le cas. Et justement, si l'objet est jeté, il disparaît. Il n'est plus là, je ne l'ai plus. Il n'est plus dans mon monde, il n'est plus dans mes environs. Et dans ce cas-là, il va m'être impossible à moi de le retrouver, et il va m'être impossible de le contrôler, il va m'être impossible, dira-t-on, de l'avoir. Donc, la pensée principale dans ce genre de cas, c'est que au moment où je jette quelque chose, je ne suis plus la personne qui contrôle la destinée de cet objet, parce que la destinée de cet objet ou de cette chose sera donc entre les mains de quelqu'un d'autre. D'autant plus important si c'est un objet qui également a une valeur sentimentale, etc., etc. Donc ça complique un peu beaucoup tout. Encore une fois, ne voyez pas ce que je vous dis comme si on a l'un, on n'a pas l'autre, mais on peut avoir un petit peu de tout. Vous voyez, on n'est pas des robots, et donc on peut parfaitement avoir un petit peu d'une tendance, un petit peu d'une autre tendance et un petit peu d'une troisième. Donc là, il faut voir un petit peu où et quoi et quelle est la chose ou les choses qui nous empêchent éventuellement de jeter certaines choses ou qui nous quelque part oblige un peu à continuer à acheter certaines autres choses. Un des autres cas, c'est cette peur
d'oublier. Et là, encore une fois, on se retrouve un petit peu sur la perfection. Là, ça va être souvent, on verra souvent ce syndrome chez les gens qui gardent beaucoup de matériel écrit pour le retrouver plus tard, parce que si je ne l'ai pas, je risque de l'oublier, ou je risque... Encore une fois, il peut aussi y avoir une valeur émotionnelle, parce que si je ne l'ai plus, ça me rappelle le temps où ceci et cela m'est arrivé, donc il ne faut pas que je le jette. Alors, je ne parle pas seulement de livres, bien entendu, mais vous allez voir des gens qui vont garder les journaux qui datent d'il y a 20 ans, toutes des piles de journaux, des piles et des piles, pour le cas où ils auraient envie de le relire, par exemple des lettres, des prospectus de soldes qu'il y avait il y a 5 ans, par exemple. Donc ça, c'est très lié à cette peur d'oublier certaines choses. Par exemple, il y a ce cas très fameux des frères Collier. C'était aux États-Unis, à Harlem, dans les années... Ils sont morts en 40 et des poussières. C'était Homer et l'anglais Collier, c'était deux frères américains. Donc l'un était ingénieur et l'autre était médecin. Et donc ils vivaient ensemble après la mort de leur mère dans une grande maison, dans une grande bâtisse. Et l'un des frères avait eu un problème avec les yeux, il était devenu aveugle. Et donc l'autre frère faisait attention à lui. Et donc ils empilaient plein de trucs. Au moment où ils vivaient à Harlem, dans les années 20, dans les années 30, où il y avait la Grande Dépression, c'était quand même un quartier de personnes blanches à l'origine, et donc il y a eu pas mal de mouvements de personnes de couleur qui sont donc arrivés dans le quartier, ce qui fait que les deux frangins n'ont pas trop aimé ça, ils se sont vraiment renfermés dans leur truc, ils avaient peur de se faire attaquer, etc., donc ils se renfermaient de plus en plus. Et puis donc ils accumulaient plein de trucs, et la fin de l'histoire a été, bon, il y a eu pas mal de trucs, mais donc ils avaient fait des tunnels pour pouvoir se déplacer, tellement ils avaient mais ça allait jusqu'au plafond, hein, et ils ont enlevé 140 ou 150 tonnes de détritus, il n'y avait rien de valeur là-dedans, rien, absolument rien. Ils avaient donc fait des tunnels pour pouvoir se déplacer. Et donc, comme ils avaient peur de tous ces Noirs qui étaient en train de nous envahir, eh ben, ils avaient fait des pièges dans leur tunnel pour le cas où quelqu'un devait rentrer là-dedans. Et donc, la fin de l'histoire, c'est tout simplement que l'un des frères, celui qui était valide, donc celui qui n'était pas aveugle, à un moment donné, est tombé dans un de ses propres pièges et une montagne de détritus s'est écroulée sur lui et l'a tué. Et l'autre frère, qui était donc handicapé et qui ne pouvait pas bouger, est tout simplement mort de faim. Donc on a tiré les deux cadavres de cette bâtisse. Et l'une des choses, et c'est pour ça que je voulais parler un petit peu de ça, c'est que donc le frère qui était valide avait gardé les journaux de 30 ou 40 ans en arrière, donc ça faisait des piles jusqu'au plafond, donc un peu partout, et c'était des vieilles baraques, hein, donc c'était pas un plafond de 2 mètres et demi, c'était un truc de 4 ou 5 mètres, pour le cas où son frangin devait retrouver la vue, et s'il voulait se remettre au goût du jour pour les articles et tout ce qui s'était passé les 20 dernières années, quelque part. Donc, le cas dans ce cas-là, c'est les personnes qui gardent un matériel écrit pour le cas où, pour le retrouver plus tard, pour ne pas qu'on oublie, pour pouvoir se garder, pour pouvoir le relire, pour pouvoir, etc., etc. Le principe principal, c'est donc, si je jette un objet, je risque de l'oublier, et dans ce cas-là, il aura donc disparu pour toujours. Ensuite, on a la peur de laisser aller, la peur de laisser partir quelque chose. Là, on trouvera par exemple les gens qui collectionnent les boîtes, parce que symboliquement, les boîtes, elles permettent de garder d'autres choses à l'intérieur. Ça nous empêche de laisser partir. C'est une peur de
de laisser partir des valeurs. Parce que chaque petite chose que l'on peut... Alors, vous allez avoir des gens, par exemple, qui vont garder des papiers de chewing-gum, des feuilles, des petites choses, etc. Parce que ça représente une partie de soi, ça représente quelque chose que l'on a vu, que l'on a touché, qui a eu une importance, etc. Et dans ce cas-là, on a peur de les laisser partir parce que, encore une fois, un petit peu comme ce que je vous ai dit par rapport à la valeur, on y met une valeur personnelle, on y met quelque chose de notre vie, une partie de notre vie à l'intérieur. Et donc, si je jette cette chose-là, je jette donc cette partie de ma vie. Voilà en gros les quelques principes. Alors il peut y en avoir d'autres, attention, hein, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de mal à trouver, apparemment, parce que c'est pas le cas par exemple aux États-Unis et c'est pas le cas en Angleterre non plus, mais en tout cas en France, on a beaucoup de difficultés à trouver la solution à ce problème, tout simplement parce que l'on ne prend pas la situation comme plusieurs possibilités, mais on essaie de trouver une explication qui serait valable pour tout le monde. Or, ce n'est pas le cas. Alors, encore une fois, je vais parler des cas extrêmes, mais donc rien n'empêche n'importe qui d'agir en conséquence et de faire ce travail sur soi-même sans y aller aussi fortement. Encore une fois, là je vous parle des cas extrêmes qui nécessitent généralement un thérapeute, mais dans la plupart des cas, si vous suivez certains principes, c'est relativement facile de gérer plutôt simple, dira-t-on, de gérer le problème soi-même. On n'a pas nécessairement besoin d'un psy pour nous aider. Dans le cas de ces fameux écureuils, comme les frères Collier, comme beaucoup d'autres, généralement une thérapie, ça se fait en 5-6 semaines, pas plus. Même si ça fait 30 ans qu'ils ont été des écureuils, en fin de compte, c'est relativement efficace et c'est relativement simple. Et à partir du moment où la décision est prise de travailler, de se débarrasser de ce problème, c'est relativement facile. Non, pas seulement simple, mais également facile. La première des choses, c'est la prise de conscience qu'il y a un problème. Donc, encore une fois, ça dépend un petit peu, si on parle d'une personne que vous connaissez ou même de vous-même, ça dépend si cela devient un problème. Ce n'est pas nécessairement un problème de collectionner les pièces de monnaie, par exemple, à moins que ça ait une influence sur le quotidien. Attendez, je viens de voir une question de Patsy. Que pensez-vous des gens qui collectionnent, par exemple, les tarots de divination, qui achètent pour collectionner de façon compulsive? Merci. Oui, en fin de compte, logiquement, alors on ne fait pas trop dans l'objet qui est collectionné. Ça peut avoir une valeur symbolique, bien entendu, et on peut travailler aussi un peu dessus. Mais là où est le mot-clé, c'est la façon d'acheter pour collectionner de façon compulsive. Là, très souvent, on va aller chercher dans la première des catégories dont j'ai parlé, c'est-à-dire ceux qui y mettent une valeur sentimentale et une partie de leur personnalité. Donc pas nécessairement positive. Attention, justement les cartes de tarot, ça pourrait bien se prêter à ce truc-là parce que certaines cartes de tarot peuvent être chargées, si on veut dire ça comme ça, d'émotions négatives. Donc on peut de cette façon-là mettre une partie de sa personnalité négative dans certaines cartes. Et très souvent, les personnes qui veulent charger les choses de façon émotive vont régulièrement risquent de les oublier, même ces choses-là, parce que en quelque sorte, ils veulent se distancer de certaines de leurs émotions. L'achat de façon compulsive, ça peut aussi être relié à ce phénomène de responsabilité, que ça peut avoir une importance pour moi, c'est au cas où il y aurait quelque chose dont j'aurais besoin. Très souvent, on trouvera les personnes qui achètent de façon compulsive reliées à cette pensée de « mais ça j'ai toujours voulu pour le cas où
ça ou ça est vrai. Donc je pense que dans ce cas-là, j'irai voir un petit peu dans ces deux domaines-là. Donc la première chose à faire, ça va être la prise de conscience que, en fin de compte, là, ça va trop loin, j'utilise tout mon fric là-dedans, ou personne ne peut rentrer chez moi, j'ai plus de vie sociale, enfin bref. Donc là, la prise de conscience, c'est la première des choses à faire. Une des bonnes choses à faire pour s'en débarrasser, c'est en premier lieu de prendre un petit tas de, vous savez, ces petits post-it, un petit tas de billets de post-it, et d'étiqueter 20 objets. Pas plus, 20. Sur chaque étiquette, mettre l'émotion que cet objet représente, ou l'émotion que cet objet donne. De cette façon, on met un nom émotif, on met une pensée, une émotion par rapport à chaque objet. Et par la suite, on peut donc faire un tas de ces 20 objets, les mettre dans un sac poubelle et les virer, et de cette façon se libérer de certaines de ces choses. Donc l'énumération d'objets, l'étiquetage est une étape importante pour le reste de l'avancement, parce qu'on met un nom, on met un mot, on met une émotion sur l'objet ou sur les objets en question. À côté de ça, je conseille également la relaxation et la méditation, parce que émotionnellement, quelque part, c'est compliqué et c'est dur pour la personne qui accumule toutes ces choses. Rien que la pensée de se séparer de certaines de ces choses peut être extrêmement difficile. Et donc, comme on commence à travailler en même temps, bien entendu, avec les pensées, les émotions, on voit un petit peu où sont leurs problèmes, s'ils ont des problèmes de responsabilité, s'ils ont des envies ou des besoins de contrôle, etc. Donc, la relaxation et la méditation est une bonne chose pour, à côté, faire couler un petit peu tout ça plus facilement et aider à relaxer, que ce ne soit pas aussi compliqué. Généralement, pendant qu'on fait toute cette... Après, on reprend à zéro, on continue l'énumération, on continue à parler et à voir un petit peu les émotions qui sont reliées à certains objets et à jeter certains objets. À un moment donné, il est important de se faire aider par une personne en qui on a confiance, ça peut être un ami, ça peut être de la famille, etc., pour aider, déjà d'une part, à ce que cette personne voit le problème. De cette façon, c'est encore une nouvelle prise de conscience. Et ensemble, commencer à jeter certaines choses. Vraiment prendre les choses une par une et dire, bon, et ça, tu le veux, tu le gardes, tu le jettes. Ça, je le jette, etc. Et voir où il peut y avoir certains problèmes. Et au cas où il y a certains objets qui posent problème, là, dans ce cas-là, voir, point de vue émotionnel, ce que ça représente, à quoi c'est relié, et apprendre tout simplement à s'en défaire. Je sais qu'en Angleterre, ça existe. Je sais qu'aux États-Unis, ça existe également. Malheureusement, je ne sais pas si ça existe en France, j'en doute. Mais il y a des entreprises de nettoyage qui sont spécialisées dans ce genre de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui viennent avec un grand râteau et qui virent tout, dans une grande benne et qui balancent tout. Mais ce sont vraiment généralement 2-3 personnes qui vont venir, et puis avec des gants, bien entendu, et puis qui vont aussi, encore une fois, prendre les choses une après l'autre, et puis demander, etc., et mettre en sac poubelle et balancer. Ça va plus vite. Et c'est quand même plus facile. Et ça peut des fois être plus facile pour la personne en question, que ce soit une personne d'une entreprise de nettoyage plutôt qu'une amie. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui se passe dans les pays anglophones. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver une entreprise comme ça en France ou dans les pays francophones. Alors, bien entendu, si on n'a pas cette accumulation vraiment très désordonnée, on ne va pas aller aussi loin. Mais ça va être le même principe, ça va être une prise de conscience. Et également, une énumération et un étiquetage est une bonne chose pour pouvoir mettre un nom, se relaxer, méditer, éventuellement en parler avec un ami, avec une amie, pour voir un petit peu quel est le problème ou à quoi est-ce relié,
dans quelle direction on va et dans quelle direction il nous faudrait bosser un petit peu. Est-ce qu'il faut oser lâcher le contrôle? Est-ce qu'il faut oser évoluer? Est-ce qu'il faut apprendre à laisser couler certaines choses, etc. Et travailler sur ces choses. Voilà, c'était à peu près ce que j'avais à dire sur le sujet. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez des idées pour lorsque je reprends les webinaires en janvier, ben, n'hésitez pas, vous m'écrivez à cyril@malka.fr, envoyez-moi votre proposition, envoyez-moi votre question et puis on verra bien ce qui peut en sortir. Sans ça, je vous dis bonne fête, joyeux Noël, bonne année, etc., etc. Et puis on se revoit donc l'année prochaine avec des nouveaux webinaires et des nouveaux podcasts une fois tous les 15 jours. Joyeuses fêtes, au revoir, à bientôt.